Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ceux qui sont présents physiquement dans l'auditorium de la CPR ou en ligne pour celles et ceux qui se sont connectés. Euh, donc cet exercice de partage sur les sujets climatiques et environnementaux devient un rendez-vous finalement assez traditionnel dans l'agenda de partage avec la place pour la CPR, hein, sur les sujets d'intérêt commun. Bon, vous savez qu'on est très attaché à ces exercices d'interaction et de partage. Euh, pour ceux qui ont pu assister à la conférence de contrôle de la CPR du mois de novembre, vous vous rappelez peut-être qu'on avait intitulé une des tables rondes de l'après-midi avec peut-être un petit peu de provocation sur une question: est-ce que finalement les risques climatiques ont toujours une priorité de supervision? Euh, on avait répondu positivement et je crois que tout le monde conviendra que, voilà, au-delà un certain nombre d'éléments conjoncturels ou de changements de priorité dans certains pays, les risques climatiques et environnementaux ne vont pas disparaître par enchantement et que nous devons tous, le secteur financier que vous êtes, secteur bancaire, et les superviseurs continuer à travailler sur ces problématiques qui sont vraiment tout à fait essentielles. Et bah voilà, vous connaissez, je pense, l'approche qui a été suivie en Europe, qui est une approche progressive, graduelle et j'espère relativement pragmatique, hein, qui a consisté dans un premier temps bah, déjà à essayer de comprendre quel type de risque on avait à faire, élaborer un peu une catégorisation, une taxonomie, ensuite de chercher à mieux les approcher, les quantifier. La CPR fait partie des autorités pionnières en matière de stress test climatique. Ensuite, une phase d'appréhension de la manière dont vous vous appropriez ces risques, dont vous les traitez dans votre organisation, dans votre gouvernance, le niveau de compréhension et de formalisation aussi des sujets. Et puis progressivement, on passe vers une approche plus classique de supervision, avec maintenant un cadre réglementaire qui nous donne une base solide, hein, pour entamer, là encore de manière progressive et dans le cadre d'une approche par les risques, cette nouvelle phase avec CRD6 et maintenant les textes d'application qui éclairent la manière, les attentes du superviseur. Alors nous allons avoir cet après-midi, comme toujours sur ces sujets, un programme dense, donc je ne serai pas trop long dans ces propos introductifs. Juste peut-être vous donner quelques éléments sur le déroulé de cet après-midi. Donc classiquement, nos collègues du côté réglementaire, la direction des affaires internationales, vont faire le point des derniers développements avec un certain nombre d'orientations de l'autorité bancaire européenne publiées au mois de janvier sur la gestion des risques ESG, qui précise les attentes en matière de plan prudentiel, et puis également sur ce début d'année des orientations sur l'analyse des scénarios. Ensuite, du côté des directions de contrôle, vous aurez une présentation des résultats de la revue thématique sur la préparation des établissements au plan prudentiel, hein, qui a concerné un échantillon d'une quarantaine d'établissements. Donc, comme pour les exercices précédents, hein, l'objectif était d'avoir un exercice de sensibilisation aux nouvelles obligations réglementaires, mais qui désormais dispose d'un ancrage réglementaire dans le cadre du Code monétaire et financier applicable depuis le début de cette année. Bien sûr, les résultats du questionnaire montrent l'importance, hein, de ces exercices. Et de ce point de vue, la CPR
a fait le choix, vous le savez, d'une approche graduelle et qu'on espère pragmatique, hein, qui consiste vraiment à s'assurer en priorité que le processus de planification de la transition et la gestion des risques qui en découlent sont bien mis en place avant de passer ensuite dans une phase d'évaluation même du contenu des plans. Alors, bien sûr, nous avons maintenant une expérience, hein, sur plusieurs années avec ce questionnaire, hein, qui constitue un socle important et effectivement, les établissements pourront s'appuyer sur cette expérience aussi pour nourrir le contenu des plans. Et nous considérons un petit peu, comme je le rappelais au tout début sur les différentes phases, que désormais la phase de sensibilisation, elle est un peu en voie d'achèvement et que donc on va passer plutôt sur cette phase de développement progressif de la supervision. Et c'est la raison pour laquelle, après plusieurs exercices, nous allons mettre un terme pour l'année 2026 à ces questionnaires dédiés. Et puis, dernière partie, nous allons avoir du côté de nos collègues du contrôle sur place un partage d'expériences sur un certain nombre de missions d'inspection qui ont plus particulièrement porté sur les risques climatiques et environnementaux. Alors, bien sûr, ces missions, elles ont concerné des établissements de grande importance, donc ils sont sous supervision directe de la BCE. Mais néanmoins, il nous semblait utile de pouvoir partager cette expérience, puisqu'il y a probablement des leçons plus larges à en tirer sur la perception qu'on peut avoir justement de l'état de maturité du marché sur la stratégie et la gouvernance autour de ces risques. Et puis, vous le savez, l'objectif de ces moments d'échange, c'est aussi d'avoir une interaction, pas seulement des présentations. Et donc, à l'issue de chacune des phases, nous aurons la place pour vos questions. Voilà, écoutez, bonne réunion et je laisse la place à mes collègues pour les premiers développements. Juste avant que les présentations s'enchaînent, peut-être quelques considérations pratiques. Pour poser les questions pour les personnes à distance, il y a une petite icône Q&R, voilà, où il faut cliquer, vous pourrez poser vos questions. Elles seront prises au fil de l'eau. On n'attendra pas la fin des présentations, enfin des 3 présentations pour les reprendre. Bien entendu, la présentation fera l'objet d'un replay et y figureront l'ensemble des slides. Et puis quelques informations sur l'auditoire et les personnes présentes. Donc, une quarantaine de représentants des établissements concernés sont présents cet après-midi. 150 étaient inscrits à distance et on est sur plus d'une centaine de personnes qui assistent à l'événement. Donc, on vous en remercie chaleureusement. Je vous laisse pour la première présentation sur les enjeux et les évolutions réglementaires. Bonjour à tous, Sarah Cabert, je viens de la Direction des Affaires internationales de l'ACPR et je suis notamment en charge du suivi des sujets de réglementation prudentielle bancaire en matière de risque ESG et de risque climatique. Et donc je vais vous présenter un panorama des textes récents qui ont été publiés par l'EBA et qui sont entrés en application il y a quelques jours ou qui vont entrer en application dans les mois à venir et donc des différentes dispositions de ces textes. Alors, premièrement, simplement, je vais passer assez rapidement sur cette slide. Je pense que vous avez déjà en tête les grandes lignes. Simplement sur les apports du nouveau paquet bancaire de CRR3, CRD6. Donc, ces textes sont consacrés à un traitement en pilier 2 des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, principalement à travers des obligations qui sont faites à la fois qui s'appliquent à la fois aux banques, mais également aux superviseurs. Parmi les principales obligations
qui s'appliquent aux banques figure notamment l'élaboration des plans de transition prudentiels qui ont déjà été évoqués à l'instant et sur lesquels je reviendrai un peu plus en détail, mais également l'exigence d'intégrer les risques ESG dans l'ensemble des processus internes de la banque, donc dans les processus de gestion des risques, de gouvernance, d'ICAP, etc. Et enfin, notamment, des exigences en matière de reporting ESG, avec l'élaboration d'un cadre de reporting qui est actuellement en cours de discussion au sein de l'autorité bancaire européenne. Ce traitement en pilier 2, il implique également des obligations pour nous en tant que superviseurs. Donc à la fois l'obligation de tenir compte de l'évaluation des plans de transition prudentielle dans le cadre du SREP, mais également l'obligation de vérifier que la banque teste sa résilience dans des scénarios climatiques adverses, et c'est également un point qu'on discutera un peu plus en détail tout à l'heure. Enfin, sur le traitement en pilier 2, CRD6 consacre également de nouveaux pouvoirs pour le superviseur, avec notamment la possibilité d'exiger des établissements qu'ils ajustent leur stratégie, leur gouvernance, leur gestion des risques, et qu'ils renforcent les cibles, les mesures et les actions de leur plan de transition prudentielle lorsque cela est nécessaire. Au sein de CRR3, donc CRR3 n'a pas consacré un traitement en pilier 1 des risques ESG, donc il n'y a notamment pas d'introduction d'un facteur de pénalisation brun. Il y a quelques dispositions dans le cadre du risque de crédit, par exemple l'obligation de tenir compte de ces risques dans la valorisation du collatéral. Mais voilà, il n'y a pas en tout cas de facteur de pénalisation des activités brunes. Dans le cadre du pilier 3, donc les grands établissements étaient déjà soumis sous CRR2 à des obligations de disclosure en matière ESG. Ces obligations ont été renforcées et s'appliquent à l'ensemble des établissements aujourd'hui soumis à CRR. Et donc ici aussi, l'EBA travaille actuellement à l'élaboration de templates de disclosure qui sont proportionnés pour tenir compte des différences de taille et de complexité des business models entre les différents types d'établissements. Il y a un document de consultation qui a été publié récemment par l'EBA et la version finale de ces templates devrait être publiée dans les prochains mois. Concernant donc les dates d'application, donc CRR3 entre en application en janvier 2025, CRD6 en janvier 2026, pardon, et CRD6 prévoyait un certain nombre de mandats à l'EBA pour venir un peu préciser ce qu'on entendait par ces différentes exigences en matière ESG. Et donc, ce sont ces différents mandats que je vais vous présenter et les orientations que l'EBA a publiées. Alors, dans un premier temps, donc un grand texte, qui est, je pense, un peu le texte fondateur de l'EBA sur ces sujets. Il s'agit des orientations de l'autorité bancaire européenne sur la gestion des risques ESG. C'est un texte qui a été publié en janvier 2025, qui s'applique à compter de janvier 2026 depuis quelques jours pour les plus grands établissements, avec un phase-in d'1 an qui est prévu pour les SNCI et à qui donc ce texte s'appliquera en janvier 2027. Ce texte, il a pour but de venir préciser toutes les attentes de l'EBA sur la façon dont les établissements doivent identifier, mesurer, gérer et suivre leurs risques ESG de manière générale. Et il vient également préciser les attentes en matière de contenu et de méthodologie d'élaboration des plans de transition prudentielle. Concernant tout d'abord tous ces sujets d'identification et de mesure, l'EBA vient expliquer comment les établissements doivent procéder à des évaluations de matérialité de leurs risques ESG, c'est-à-dire des évaluations qui viennent quantifier les effets potentiels des risques ESG sur toutes les catégories de risques financiers traditionnels. Et donc, pour ce faire, l'EBA précise, par exemple, le type de données qui peut être récolté sur certaines contreparties, mais également les méthodologies de mesure de ces risques climatiques et environnementaux, telles que, par exemple, les méthodologies d'alignement de portefeuille qui peuvent être utilisées par les établissements ou l'analyse de scénarios. Ensuite, sur tous les sujets de gestion et de suivi des risques, l'EBA vient préciser ici donc que ces dispositions sur les risques ESG doivent être intégrées, cette analyse des risques ESG doit être intégrée à l'ensemble des processus habituels de l'établissement, donc de contrôle interne, d'appétit au risque, etc.
Et le BA propose une liste d'outils de mitigation des risques, d'atténuation des risques qui peuvent être employés par les établissements, à l'instar par exemple de l'engagement avec ses contreparties, de la revue des plans de transition de ses contreparties, etc. Il y a également une liste d'indicateurs de suivi qui doivent être mis en place. Par exemple, avoir des indicateurs sur la part de son revenu qui émane de secteurs qui contribuent fortement au changement climatique, ou de la part des contreparties avec qui l'établissement a engagé un dialogue en matière de risque ESG. La version finale de ces orientations a tenu compte d'un grand nombre de retours qui avaient été faits lors de la consultation publique de ce texte en 2024 sur les enjeux de proportionnalité et la prise en compte de la proportionnalité dans ce texte. La proportionnalité, elle a été appréhendée à deux égards, à la fois en fonction de la taille de l'établissement, mais également en fonction de la taille de la contrepartie. Donc en fonction de la taille de l'établissement, avant la consultation publique, le texte proposait exclusivement des allègements pour les SNCI. Le BA a décidé d'avoir une vision un peu plus progressive de la proportionnalité, en ayant des allègements assez importants pour les SNCI, des exigences plus fortes pour les large institutions, mais aussi en considérant tous les établissements qui sont entre ces deux catégories, donc entre les grands établissements au sens de CRR et les petits établissements SNCI, pour qu'eux aussi bénéficient de certains allègements. Donc, par exemple, sur la fréquence de réalisation de l'analyse de matérialité, sur les dispositifs de gestion des risques, il y a également des allègements, mais aussi certaines dispositions qui sont facultatives. Par exemple, les listes d'indicateurs obligatoires ne sont pas obligatoires pour les SNCI. Enfin, voilà, il y a tout un tas de dispositions qui ont été en partie revues pour qu'elles soient allégées pour les plus petits établissements. La proportionnalité a également été prise en compte d'une seconde manière à travers la taille de la contrepartie. Donc ici, je pense qu'il y avait une vraie volonté de l'EBA d'être assez conscient qu'il est plus facile aujourd'hui de demander de collecter des données environnementales sur des contreparties type grande entreprise que sur des petites PME ou sur des ménages. Et c'est la raison pour laquelle les dispositions sont également, tiennent compte de cet enjeu. Enfin, sur ce texte, la dernière section du document, la section 6 des orientations, porte exclusivement sur les plans de transition prudentielle qui sont introduits par CRD6 et précise ce qu'on attend exactement des établissements dans le cadre de l'élaboration de ces plans. Donc, les orientations précisent notamment l'idée d'un plan unique. Et donc là, c'est la question de la cohérence entre le plan CSRD et le plan CRD6. Donc, ils sont des plans qui mènent de deux directives différentes et le BA prévoit bien, a bien pensé à l'articulation, disons, entre ces plans en prévoyant que le plan prudentiel résulte finalement du même processus de planification de la transition que le plan stratégique CSRD et que, en ce sens, les deux doivent évidemment rester cohérents entre eux. Puis les orientations viennent préciser la manière dont la gouvernance du plan de transition doit se mettre en place, comment l'organe de direction doit être impliqué, ainsi que des indicateurs qui doivent être pris en compte. Ici aussi, le BA a prévu des allègements pour les SNCI et pour les établissements autres que les grands établissements au sens de CRR, avec des dispositions qui sont facultatives sur la manière dont on doit formuler ses objectifs, la gouvernance du plan, etc. Par exemple, sur la gouvernance, on va demander à une SNCI d'assigner les rôles et responsabilités de chacun dans la formulation et la mise en œuvre du plan, mais le BA a rendu facultatives les exigences de gouvernance un peu plus précises, par exemple sur la manière dont l'établissement doit préciser comment la politique de rémunération tient compte de la mise en place du plan, etc. Donc ici aussi, il y a un certain nombre d'allègements proportionnels qui ont été mis en place par le BA suite à la consultation publique. Sur ce texte, donc ces mêmes orientations, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à aller lire l'annexe qui a été prévue par le BA, qui est en fait un outil pédagogique pour mieux comprendre ce qu'on attend des établissements en matière de plan de transition. C'est une annexe qui est non contraignante, donc elle n'inclut aucune nouvelle obligation pour les établissements. Mais simplement, donc c'est ce que j'essayais de montrer sur cette slide,
pour chaque disposition des orientations, le BA vient préciser, définir un peu les mots-clés et ce qu'on entend par la disposition. Donc, par exemple, quand le BA parle de long terme, qu'est-ce qu'on entend par le long terme? Ensuite, venir proposer des exemples d'indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs que la banque peut utiliser pour répondre à cette exigence sur les plans de transition. Ici, c'est des exemples, donc ces indicateurs sont facultatifs, mais c'est simplement pour proposer des idées d'indicateurs à utiliser. Et enfin, et c'est un point assez intéressant, je pense, le BA ajoute des références aux autres textes réglementaires, notamment les dispositions sur le pilier 3 et les dispositions de CSRD, pour montrer parfois si une banque publie déjà en vertu du pilier 3 une information, elle peut simplement référer à son pilier 3 quand les sujets sont identiques à ceux évoqués dans le plan de transition. Donc je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus sur les plans de transition, à regarder cette annexe qui est assez bien conçue et qui a vocation à vraiment être pédagogique pour les établissements. Et enfin, un dernier point sur ces orientations. Donc, le texte a été publié il y a exactement 1 an maintenant. Et en juin 2025, l'ACPR s'est déclarée conforme aux orientations. Et cet avis de conformité s'est accompagné d'une notice d'extension aux sociétés de financement. Il y a 2 éléments qui me semblent importants de noter sur la conformité de l'ACPR à ce texte. Tout d'abord, le texte prévoyait la possibilité pour les superviseurs d'opter pour un phase-in d'1 an pour les SNCI, et nous avons décidé, nous, en France, de l'appliquer. Donc, les SNCI se verront appliquer les exigences des orientations à compter de janvier 2027 et non janvier 2026, comme c'est le cas pour les autres établissements. Mais également, nous avons cherché, par cet avis de conformité, à venir clarifier la situation au regard du projet omnibus de la Commission, qui n'était pas finalisé donc, au moment de notre projet de conformité. Et nous avons donc décidé d'ajouter une réserve d'interprétation à notre conformité. Donc, très rapidement, donc, la Commission avait annoncé fin 2024 un grand projet omnibus pour venir, entre autres, simplifier le cadre de réglementation finance durable qui s'applique aux entreprises, pas uniquement aux institutions financières, mais bien à toutes les entreprises, et notamment à venir revoir la directive CSRD sur le reporting extra-financier. On s'est posé la question à la CPR de vérifier si les exigences de l'EBA ne venaient pas contredire l'objectif de simplification qui était poursuivi par Omnibus. Après relecture attentive des documents des exigences, il nous semble que les flexibilités qui sont prévues par le BA, notamment en matière de collecte de données, permettent de ne pas imposer aux établissements de collecter des données que leur contrepartie ne publierait plus une fois le cadre de CSRD modifié. Mais dans l'attente de l'issue du projet Omnibus, il nous semblait important de prévenir toute potentielle incompatibilité entre les orientations de l'EBA d'un côté et les dispositions de CSRD de l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ajouté à notre avis de conformité la réserve d'interprétation suivante, où nous précisons bien que nous nous conformons à ces orientations dans la limite de l'absence d'incompatibilité entre les dispositions sur les processus relatifs aux données de ces orientations d'une part, et celles de la version finalisée de CSRD d'autre part. Et donc, en ce sens, ces orientations ne peuvent être entendues comme imposant à un établissement de collecter auprès de ses contreparties des données que la contrepartie n'aurait plus à publier en vertu de la version revue de CSRD. Et il nous semblait que c'était un point important au vu de ce contexte réglementaire qui était assez mouvant au niveau européen sur la réglementation finance durable. Donc voilà pour ces orientations, c'est vraiment, je pense, le cœur des dispositions, des exigences de l'EBA en matière ESG. Il y a un second texte qui a été publié plus récemment par l'EBA en novembre, qui porte cette fois sur l'analyse de scénarios environnementaux. Et donc, effectivement, donc, CRD6 attend des établissements qu'ils utilisent l'analyse des scénarios ESG et mandater l'EBA pour élaborer des orientations à ce sujet.
Donc, c'est ce que l'EBA a fait avec ce texte, qui sera applicable pour l'ensemble des établissements à compter de janvier 2027. Et donc, c'est un texte avec des dispositions qui sont assez qualitatives et qui restent assez relativement high level sur l'analyse de scénarios environnementaux, qui est entendu comme un processus qui permet d'identifier et d'évaluer les implications potentielles d'un éventail de futurs plausibles sur la stratégie et les risques des banques pour en fait les aider à mieux anticiper les risques environnementaux auxquels les banques vont faire face. Ce qui est important à mon sens de noter dans ce document de l'EBA, c'est que l'EBA distingue deux grands cas d'usage de l'analyse des risques environnementaux. Un premier, c'est ce que vous voyez sur la droite de cette slide en bleu, un premier sur les stress tests climatiques, où là on est sur des enjeux plutôt de court terme pour évaluer la résilience financière de la banque, et un second sur l'analyse de résilience climatique, où là on utilise ces scénarios plutôt dans une optique de vraiment long terme pour évaluer la résilience de son modèle d'affaires. Et donc, pour aider les banques à mettre en place ce nouvel outil qu'est l'analyse de scénarios, l'EBA propose bien préciser les modalités d'élaboration de ces scénarios, en proposant par exemple les facteurs de risque et les canaux de transmission qui peuvent être considérés par un établissement de crédit et qui peuvent être pertinents, en proposant l'utilisation de certains scénarios tels que les scénarios du NGFS en la matière, et en illustrant un peu la manière et les cas d'usage à travers lesquels ces scénarios peuvent être conduits. Suite à la consultation publique qui s'est tenue en 2025, il y a eu quelques modifications du texte, notamment sur le périmètre d'application du texte. Donc, il y a eu un très grand nombre de retours assez unanimes des établissements qui regrettaient le fait que le mandat de CRD6 prévoyait des orientations sur l'analyse de scénarios E, S et G, sauf que la réponse quasi unanime de tous, et qui je pense a été partagée, était que pour l'instant des scénarios environnementaux, il en existe, principalement des scénarios climatiques, mais que des scénarios sociaux et de gouvernance, c'était plus compliqué à élaborer. Et donc, l'EBA a réduit le périmètre de son texte pour vraiment le concentrer sur les sujets environnementaux et plus spécifiquement climatiques. Et un second axe de modification sur la proportionnalité, où l'EBA est venu préciser la manière dont la proportionnalité pouvait être entendue dans le cadre de l'application de ce texte, en indiquant donc que la sophistication, la portée, la fréquence de l'analyse des scénarios doivent être proportionnelles à la fois à la matérialité des risques pour l'établissement, mais également aux capacités de l'établissement et notamment à sa taille de l'établissement. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'EBA, dans la version finale du document, autorise le recours à des approches simplifiées, telles que l'analyse de sensibilité, ou à des approches qualitatives lorsque la modélisation quantitative serait disproportionnée, notamment pour les plus petits établissements. Et donc, enfin, un dernier point sur le papier de consultation de l'EBA sur les guidelines REP. Donc, c'est un papier de consultation. Donc, pour l'instant, le document final n'est pas encore public. La consultation court encore jusqu'au 6 février. Simplement, donc, sur ces orientations SREP, ce sont des orientations qui s'adressent aux superviseurs, mais qui évidemment, qui sont d'un intérêt évident pour les établissements également. La revue de ces orientations a été mise en place à la fois dans une optique de streamliner ce document qui était assez long et complexe, mais également pour y intégrer toutes les nouveautés issues de CRD6, dont les nouveautés ESG, qui sont celles que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure, CRD6 prévoit l'inclusion de l'évaluation des risques ESG au sein du SREP. La question s'est donc posée pour l'EBA de savoir comment on voulait intégrer ces risques au sein du SREP, et avec deux options qui se sont proposées à nous, soit avoir un module qui soit spécifique au risque ESG, un élément spécifique au risque ESG, soit d'intégrer les considérations ESG au sein des éléments déjà existants du SREP. C'est cette deuxième option qui a été choisie, notamment pour éviter de possibles duplications ou de double comptage de ces risques lors de l'évaluation SREP menée par les superviseurs.
Sur l'approche qui a été retenue par l'EBA également, au sein de ce papier, l'EBA propose aux autorités compétentes d'adopter une approche qui soit graduelle des risques ESG, avec une priorité qui est donnée explicitement aux risques environnementaux, et donc non pas aux risques S et G, et également au sein des risques environnementaux, avec une priorité qui est donnée aux risques climatiques, qui sont sur lesquels, à la fois en tant que superviseurs et pour les établissements, nous avons collectivement les pratiques les plus avancées. Sur les dispositions plus précisément, vous avez ici une synthèse des différentes sections du document où on retrouve des dispositions en matière ESG. Donc, des dispositions ESG figurent au sein des 4 sections des guidelines qui portent sur les 4 éléments du SREP, qui sont donc l'élément 1 sur le business model, l'élément 2 sur la gouvernance, l'élément 3 sur les risques to capital et l'élément 4 sur liquidité. Mais l'EBA propose à accentuer, disons, l'importance de superviser ces risques au sein de certaines sections, donc ce sont notamment les sections éléments 1, élément 2 et élément 3, où il apparaît que c'est vraiment ici que les risques ESG semblent les plus matériels. Et donc, pour ces éléments, notamment business model, gouvernance et risque de crédit spécifiquement au sein de l'élément 3, l'EBA prévoit une intégration explicite de l'évaluation des risques ESG dans l'attribution du score du risque qui est fixé à chaque établissement. Mais les autorités, les superviseurs seront par contre libres de déterminer comment ils souhaitent pondérer l'importance de ces risques au sein du score de l'élément. Il y a également quelques dispositions sur les risques environnementaux, ESG, au sein des sections sur le risque de marché, sur le risque opérationnel et l'élément 4, mais ils sont pour l'instant sont moins développés et a priori devraient rester moins développés au sein de la version finale de ce document. Donc, voici pour ces 3 présentations de ces 3 textes qui ont été publiés par l'EBA. Vous voyez qu'il y a une activité qui a été assez riche, une activité réglementaire riche sur ces sujets, où je pense l'EBA a tenté de tenir compte des retours qui sont faits par l'industrie, d'essayer de rester le plus pédagogique possible dans les documents, parce qu'on est conscient que ça fait quelques années que ces sujets sont discutés, mais qui restent relativement nouveaux, et également de tenir compte des enjeux de proportionnalité au sein de ces exigences qui sont effectivement d'une grande importance. Donc, voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, en ligne, nous avons une question. Tu l'as déjà évoqué dans la présentation, mais ça fait peut-être pas de mal de le répéter. C'est sur la différenciation pour tout ce qui est date de mise en application pour les SNCI. Oui, tout à fait. Alors, concernant les orientations sur la gestion des risques ESG, qui sont donc les premières orientations que j'ai présentées et qui sont les orientations avec le plus grand nombre, le plus important d'exigences, les exigences les plus importantes peut-être. Il y a un phase-in d'1 an qui a été prévu. Donc, ça signifie que pour tous les établissements, les orientations sont applicables à compter de janvier 2026, donc aujourd'hui. Mais pour les SNCI, nous avons prévu un décalage calendaire d'1 an, donc les orientations seront applicables à compter de janvier 2027. Tandis que les orientations sur l'analyse de scénario, elles auraient dû, théoriquement, disons dans un monde idéal, s'appliquer de la même manière, donc à partir de 2026 pour tous, sauf les SNCI en 2027. Mais en raison de considérations internes à l'EBA, il y a eu peut-être un peu de délai dans la publication de ce document. Il a été publié tardivement, donc en fin 2025. Et donc, nous avons décidé de ne pas les appliquer en janvier 2026, de les appliquer pour aucun établissement en janvier 2026. Et donc, ce texte s'appliquera pour tous à compter de janvier 2027, SNCI inclus. J'espère que ça clarifie ce calendrier. Donc, selon votre réponse, on comprend effectivement que pour les CNCI, donc les états piliers 3 et 6 ne seront pas requis pour 2026.
Alors là, j'ai pas évoqué le pilier 3 directement dans cette présentation, les templates de l'EBA. J'ai pas le calendrier exact en tête, en toute honnêteté, mais les templates de pilier 3 ESG ne sont pas encore finalisés aujourd'hui. Donc je pense que le temps que l'EBA publie son ITS, qui soit repris par la commission, il se passera encore quelques mois. Mais je ne saurais pas vous dire exactement la date à partir de laquelle les exigences de pilier 3 seront exigibles pour les SNCI. Je peux simplement vous dire que les travaux ne sont pas encore finalisés et ont pris du retard également. Merci. Et sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention et je laisse la place à mes collègues du contrôle pour vous présenter les résultats de la revue thématique. Bonjour à toutes et à tous. Donc dans quelques instants, on va vous présenter les résultats agrégés du dernier questionnaire climat, le questionnaire 2025, qui donc a été préparé, les réponses ont été concaténées par l'équipe ici présente, donc Pierre Valkener, Mélanie Gibert, Aude Souliez, Delphine Dieudonné-Beretti et moi-même Lucas Runquier. C'est le troisième exercice de cette nature que nous faisons. 2023, 2024, 2025. Le calendrier est resté sensiblement le même chaque année, à savoir on vous envoyait un questionnaire en mai, avec un retour-réponse en juillet, le traitement par les équipes et une présentation en début d'année. Pour ceux qui étaient là lors de la journée OCBF d'octobre 2025, on vous avait déjà présenté des réponses préliminaires à ce questionnaire. Donc aujourd'hui, on va vous donner l'ensemble des détails concernant les réponses à ce questionnaire. Un point donc d'attention, ce qu'on va vous indiquer aujourd'hui concerne des réponses qui datent de juillet. Donc certainement, la situation a évolué depuis. C'est un exercice de nature photographique. Voilà. Donc, on prendra en compte, dans le cadre de nos échanges futurs, les travaux que vous avez pu effectuer depuis juillet 2025. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un rappel sur le périmètre et les spécificités de cet exercice-ci. Le périmètre est plus restreint pour le questionnaire climat 2025. Puisque le précédent, le 2024, couvrait à peu près 90 établissements. Ce périmètre-ci est plus restreint, 40 établissements, donc principalement des établissements de crédit, quelques sociétés de financement, toutes supervisées directement par la CPR et qui ne sont pas considérées donc comme SNCI. Le questionnaire est composé de 29 questions réparties en 3 onglets, dont les thématiques sont en fait assez traditionnelles, stratégie, gouvernance et gestion des risques, mais dédiées au plan prudentiel. Néanmoins, et vous allez le voir dans la présentation qui va être faite, certaines questions avaient un périmètre plus large sur la gestion des risques ESG. C'est normal, évidemment, il y a une continuité entre l'appréciation de l'exposition de vos établissements aux risques ESG et l'élaboration du plan de transition prudentielle. Donc, c'est pour ça que certaines des questions avaient un périmètre un peu plus large. Voilà. Et donc, je passe tout de suite la parole à mes collègues pour vous présenter les résultats dans le détail. Ah. Donc, le premier enseignement de l'étude porte sur la matérialité des risques ESG. Selon le graphique de gauche, 60% des établissements ont conduit à juillet 2025 une évaluation du caractère significatif de l'impact des risques ESG sur leur profil de risque, tandis que 25% supplémentaires prévoient de la mener prochainement. Le graphique central montre que parmi ceux ayant réalisé cette évaluation, 39% l'ont effectuée sur l'ensemble des horizons temporels et 57% à court et moyen terme. Pour rappel, dans le questionnaire, l'horizon long terme était supérieur à 10 ans. D'après le troisième graphique,
20% des établissements ont déjà analysé la sensibilité de leur exposition ESG aux moyens de scénarios de transition et de risques physiques, tandis que 20% prévoient de s'y engager. Parmi eux, 10% s'appuient sur un scénario scientifique et 10% sur un ensemble d'hypothèses simplifiées. En résumé, l'intégration des risques ESG dans la gestion prudentielle progresse, mais les analyses plus approfondies sont encore limitées et souvent basées sur des approches simplifiées. Si nous nous intéressons maintenant aux établissements qui ont réalisé cette étude de matérialité, eh bien, les résultats de 2025 permettent d'approfondir les tendances observées les années précédentes. Après la perception des impacts potentiels des risques ESG, nous évaluons désormais comment les établissements appréhendent leur caractère significatif. Sur le graphique de gauche, vous voyez que 4 risques ressortent. Le premier, c'est le risque de crédit, pardon, le risque opérationnel. Le deuxième, c'est le risque de crédit. Ensuite, vous avez le risque de modèle économique et enfin le risque de liquidité. 46% pour le risque de crédit, 42% pour le risque de crédit, 46% pour le risque opérationnel. Le graphique de droite, lui, vous montre que 75% des établissements incluent désormais, au moins partiellement, le résultat de leur analyse dans leur ICAP. Il y en avait 41% en 2024, c'est une intégration croissante, bien que nombre d'impacts continue d'être considéré comme peu matériel. Et nous verrons à travers l'étude des ICAP 2025 comment cela progresse. En termes de stratégie de suivi et de gestion des risques, 38% des établissements, c'est-à-dire 15 sur 40, ont intégré au moins un objectif général en matière de gestion ESG dans leur stratégie, mais seulement 18% sont explicitement définis à long terme, qualitatifs ou quantitatifs. Comme exemple d'objectif quantitatif, évidemment, on pense à la neutralité carbone à horizon 2050. Par ailleurs, 82% des établissements n'ont pas encore défini d'ensemble complet d'objectifs de long terme. Et 60% n'ont pas encore mis en place ni prévu d'actions spécifiques concernant les services qu'ils offrent, les services bancaires qu'ils offrent. Seuls 2 établissements ont intégré leurs actions sur le risque ESG dans le cadre de gestion des risques. Donc le rythme de l'effort doit être maintenu. D'autant que le graphique de droite laisse entrevoir une dynamique encourageante. 57% des établissements ont adapté ou prévoient d'adapter leur politique et leur procédure de gestion des risques, ainsi que leur politique d'investissement ou d'octroi de crédit. Ceci en cohérence avec leurs objectifs ESG. Plus de la moitié donc, ont prévu d'adapter leur politique interne, mais les actions opérationnelles restent pour l'instant marginales. En conclusion générale sur ces 3 diapositives, on a une dynamique encore modeste, une tendance positive qui se dessine vers une meilleure intégration de la matérialité des risques ESG dans les politiques prudentielles depuis 2023, c'est-à-dire le début des études, et les évolutions observées laissent envisager encore une montée en maturité au cours de l'année qui vient. Et je vais passer maintenant la parole à Mélanie pour qu'elle continue de vous décrire la stratégie de gestion des risques des répondants. Oui, alors merci. Sur cette diapositive-ci apparaissent en fait 2 attentes listées dans les orientations de l'Autorité bancaire européenne. La première, sur le premier graphique, vous montre finalement que les orientations attendent donc des établissements qu'ils mettent en place des indicateurs qui soient à la fois rétrospectifs et prospectifs. C'est le cas pour 18% d'entre vous. Vous avez mis en place des indicateurs de ces 2 natures. 15% d'entre vous ont également mis en œuvre des indicateurs, alors uniquement rétrospectifs, c'est déjà une avancée, et alors 30% y travaillent, donc à mettre des indicateurs en place, quelle que soit leur nature.
La deuxième attente qui figure sur cette diapositive, c'est donc le second graphique. Ici, c'est donc d'appliquer ces indicateurs rétrospectifs et prospectifs à différents éléments, à savoir les portefeuilles, les secteurs d'activité, les catégories d'actifs et les lignes d'activité. Ici, pour les secteurs d'activité, ce sont en fait les secteurs d'activité qui sont les plus couverts par des indicateurs de toute nature, donc qu'ils soient rétrospectifs, prospectifs ou les deux. Ce sont les portefeuilles qui, eux, sont les plus couverts par les indicateurs qui répondent au mieux aux attentes de l'autorité bancaire européenne et donc sont couverts par des indicateurs à la fois rétrospectifs et prospectifs. Passons maintenant aux expositions des contreparties et à la prise en compte que vous en avez. Donc déjà 45% des répondants ont défini des procédures, des méthodologies et des indicateurs pour évaluer les expositions de leurs contreparties au risque ESG. Donc sur cette part, sur ces 45%, 12 établissements vérifient l'alignement de leurs objectifs et appétit au risque à l'exposition de leurs contreparties à ces fameux risques ESG. Sur le second graphique, donc 40% des établissements ont établi d'ores et déjà ou ont prévu des politiques d'engagement avec leur contrepartie qui vérifient donc l'alignement de l'exposition de leur contrepartie avec leurs propres objectifs stratégiques et leur gestion des risques ESG. Passons donc au dernier graphique de cette diapositive. Alors là, on évoque le sujet de la collecte des données. Ce sujet, pour les risques climatiques, il est assez sensible. On le sait, c'est une difficulté. Alors, on le constate ici, puisque seuls 8 établissements disposent d'outils de collecte adaptés qui permet donc d'élaborer un plan prudentiel de qualité. Et 45%, ce qui est une part très significative, y travaillent encore. Alors, les diapositives que nous vous avons présentées là avec Pierre sont en fait, pour la plupart, des attendus que nous avions déjà les années précédentes, qui doivent pour nous constituer en fait un socle pour la préparation des plans prudentiels que Aude va vous présenter maintenant. Merci. Alors, concernant l'élaboration des plans prudentiels proprement dites, 2 remarques que l'on peut faire à ce stade. Déjà, 38% des établissements ont commencé ou ont déjà établi ou commencé à élaborer un plan prudentiel, donc toujours à la date de remise du questionnaire. Comme le précisait Lucas dans son introduction, c'est important de bien garder à l'esprit que depuis juillet, forcément, les choses ont évolué. Ensuite, vous êtes 48% à avoir attribué la responsabilité de ce plan à une fonction ou une unité spécifique, ce qui est plutôt encourageant parce que cette attribution est une étape nécessaire à la construction du plan. Concernant l'implication de la gouvernance au regard des plans prudentiels, on constate qu'un tiers d'entre vous a prévu la validation du plan prudentiel et le suivi de sa mise en œuvre, à la fois par le comité exécutif et aussi par l'organe de surveillance. Donc, pour rappel, ce suivi et cette révision périodique font partie des attendus de l'ABE, avec une périodicité à minima annuelle. Pour ce qui relève de l'opérationnalisation des plans prudentiels, vous n'étiez que 15%, donc toujours en juillet dernier, à avoir un dispositif de suivi et des indicateurs pour évaluer la mise en œuvre dans le temps des mesures prévues dans le plan prudentiel. Et 38% d'entre vous l'avaient prévu. Dans la continuité de la diapositive précédente, on voit que 42% des établissements interrogés ont déjà prévu d'impliquer les équipes opérationnelles et ce, aux 3 niveaux de défense. C'est ce qui vous est indiqué dans le graphique du milieu. Enfin, vous êtes 57% à prévoir un dispositif d'alerte, d'escalade et de correction pour le cas où la trajectoire ne serait pas conforme aux objectifs du plan prudentiel. Et ça, c'est un point positif parce qu'au final, on constate quand même qu'une bonne majorité d'entre vous travaille à la mise en place de ce dispositif et donc dispose d'une culture du risque avancée.
Voilà, je vais laisser Mélanie vous exposer les principaux enseignements de cette revue thématique 2025. Merci. Donc en conclusion sur ce questionnaire, ce qu'on note, c'est qu'il y a quand même un travail encore significatif, il faut le dire, pour un alignement complet aux orientations de l'autorité bancaire européenne. On l'a vu, il y a encore quand même beaucoup de réponses planifiées, voire de réponses non. À la date de remise, donc toujours juillet de cette année, de l'année précédente maintenant, beaucoup d'établissements n'avaient pas encore commencé à développer leur plan prudentiel, alors qu'on le rappelle, la DAI l'a mentionné également avant, mais l'entrée en application des dispositions réglementaires était donc au 11 janvier 2026, tout du moins pour les établissements non SNCI. Les difficultés principales portent, alors on l'a déjà souligné, mais sur les problématiques pour établir un dispositif de collecte de données satisfaisant. Et la gouvernance est pour nous l'une des priorités finalement pour établir un plan prudentiel de qualité. Cette gouvernance est toujours à mettre en place pour un certain nombre d'établissements. Alors, pour les points positifs tout de même, les années passées, donc nous vous avions, alors on a eu d'autres questionnaires, etc., mais donc d'autres exigences s'appliquaient par ailleurs sur les risques ESG. Pour nous, ces attentes, elles constituent en fait un socle qui vous permet d'établir votre plan prudentiel. Donc vous ne partez pas de zéro, hein. Donc on note par exemple au global, vous avez une bonne gestion des expositions des contreparties. Vous aviez commencé à travailler sur la matérialité des risques ESG et vous aviez intégré cette matérialité dans le cadre de gestion des risques. Voilà pour ce qu'il en est du questionnaire et je te laisse la parole à Delphine pour les travaux à venir. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup à toute l'équipe d'avoir présenté cette revue thématique 2025. Et donc si on se tourne maintenant vers l'avenir, que va-t-il se passer maintenant que, donc, on l'a mentionné, les orientations EBA sont entrées en application en dehors des établissements SNCI. Pour les plans de transition, Frédéric l'a rappelé en introduction, la BCE comme la CPR, nous adoptons une approche pragmatique et graduelle. Donc, qu'est-ce que ça signifie? 3 points. D'abord, nous sommes attachés, on continuera à le faire dans les prochains mois, à vérifier que vous avez mis en place une bonne gouvernance de planification, que vous êtes en cours de développement de ces plans. Et donc, précisément, vous ayez progressé sur les points qui étaient en rouge dans la slide précédente présentée par Mélanie. Deuxièmement, l'objectif est donc que les plans soient remis dans les prochains mois à la CPR. Alors, les modalités de remise seront précisées prochainement. Si votre établissement a déjà finalisé son plan et souhaite l'envoyer à la CPR, c'est évidemment tout à fait possible par le portail ACPR, qui est donc le moyen de communication à privilégier maintenant avec vos services du contrôle. Si vous êtes un établissement supervisé directement par la CPR, je ne parle pas ici des établissements significatifs. Et troisièmement, d'un point de vue supervision de ces plans, nous sommes en cours de définition avec la BCE d'une méthodologie d'analyse de ces plans. Et bien sûr, ici, il ne s'agit pas de faire pour nous une évaluation pleine et entière dès cette année. Ça viendra plutôt à partir de l'année prochaine. Et la question de la proportionnalité sera clé, comme elle l'est toujours. Pour nous, on n'adoptera pas la même méthodologie pour les très petits ou les petits établissements que pour les grands. Et au-delà des plans de transition à proprement parler, on l'a déjà précisé, cette revue thématique était donc la dernière. On rentre maintenant dans une supervision qu'on peut dire habituelle des risques climatiques et environnementaux. Sarah l'a mentionné, il y a une intégration plus grande de ces risques dans ce qu'on appelle le SREP, la revue annuelle des risques des établissements. Et aussi, de votre côté, une demande d'intégration de ces facteurs de risque dans le rapport de contrôle interne. Je me permets d'insister là-dessus plus particulièrement parce que vous êtes certainement en train de le mettre à jour en vue de l'échéance du 30 avril.
Il y a un nouveau paragraphe que vous avez certainement remarqué dans le canevas du RACI qui a été publié en juin dernier, qui vous invite à intégrer dans toutes les rubriques qui sont pertinentes l'ensemble de prendre en compte les facteurs de risque ESG dans vos stratégies politiques, dispositifs de mesure, de suivi, etc. De manière générale, vos contrôleurs, dans le service de contrôle, on va continuer à intégrer les facteurs de risque ESG dans notre supervision au quotidien. L'idée étant que ça soit bien une source de risque, on le rappelle souvent, une source de risque des catégories de risque déjà existantes, comme le risque de crédit, la liquidité, etc., et non pas une nouvelle catégorie de risque à part. Peut-être dernière chose dans la dernière slide, on vous a rappelé quelques liens utiles qu'on vous invite à consulter. En particulier, il y a un guide de bonne pratique BCE la BCE a indiqué qu'elle allait très bientôt le mettre à jour. Donc, je vous invite à surveiller sa publication parce que le guide est très riche et il contient beaucoup d'exemples. Il ne s'agit pas d'attente, bien sûr, de nouvelles exigences, mais ça peut être des exemples qui peuvent vous inspirer. Voilà pour nous. Donc, bien sûr, si on est disponible si vous avez des questions. Merci. Delphine, une question pour toi, je pense. Est-ce que l'annexe ESG dans le RACI de 2025 est déjà obligatoire pour les SNCI? Il ne s'agit pas d'une annexe à part. Ce qu'on a fait le choix, c'est de demander aux établissements d'intégrer dans chaque rubrique déjà existante du RACI les facteurs de risque ESG. Donc, en quoi, pour chaque rubrique, comment vous les prenez en compte et en quoi ça a influé sur votre gestion des risques. Nous n'avons pas fait de date de séparation entre SNCI et non-SNCI sur ce sujet. Une nouvelle question qui vient d'arriver, peut-être pour avoir de nouvelles précisions sur la transmission des plans de transition qui a été évoqué. Quand et comment doivent-ils être communiqués à la CPR? Alors, sur le quand, ça peut être dès maintenant. Sur comment, actuellement, donc on vous invite à utiliser le portail ACPR de manière privilégiée. Après, bien sûr, vous pouvez aussi vous mettre en contact avec vos contrôleurs et pour déterminer le meilleur moyen de l'envoyer. Ensuite, nous allons préciser des modalités pour qu'ils puissent être mis via OneGate, idéalement dans la partie remise bureautique, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, si vous voulez l'envoyer maintenant, il vaut mieux passer par le portail ou contacter vos contrôleurs. Merci pour la présentation. Par curiosité, les autres autorités nationales, est-ce qu'elles font autant? Est-ce qu'elles font moins? Est-ce qu'elles font pareil? Est-ce que c'est coordonné? Oui, donc en fait, bon, chaque fois, c'est spécifique à chaque pays, selon la structuration du système bancaire dans l'État membre. Ce qu'on observe dans le cadre de nos dialogues avec les autres autorités, c'est qu'un certain nombre ont procédé, continuent à procéder à des questionnaires climat, comme ceux qui ont été envoyés à la place. Vont continuer à le faire aussi. Mais au final, on est sur une situation assez homogène, je dirais, de ce point de vue-là. En tout cas, en France, par rapport à la moyenne de ce que font les autorités nationales. Je mets de côté la BCE, qui est donc un cas un peu spécifique de ce point de vue-là. Puisque avec l'intégration des risques ESG au canevas du RACI, on est sur une remontée d'informations en matière d'exposition au risque ESG dans le cadre des profils de risque qui aujourd'hui est annualisée. Bonjour. Alors, nous allons poursuivre cette présentation par un retour d'expérience sur les missions que nous avons pu conduire dans le cadre des missions BCE pour l'essentiel, des missions qui étaient exclusivement dédiées aux risques climatiques et environnementaux. Donc,
On va commencer par cette petite fresque que vous connaissez peut-être, qui n'a d'autre mérite de montrer à quel point, finalement, la supervision bancaire, bien évidemment, repose sur deux piliers complémentaires, celui du contrôle continu permanent et celui du contrôle périodique sur place. Et vous voyez dans cette fresque donc comment, avec le petit warning que nous avons indiqué, comment dans le cadre du dispositif mis en place par la Banque centrale européenne à partir de novembre 2020, date de la publication de ces exigences de supervision en matière de risque climatique, comment finalement s'est mis en place tout un dispositif à la fois pour intégrer les risques climatiques dans le contrôle permanent avec revue thématique et puis petit à petit cette intégration dans le SREP, et comment simultanément, c'est peut-être là qu'il y a une différence entre ce qui a été mis en place au niveau européen et ce qui est mis en place au niveau national, au niveau de la CPR, comment très vite nous avons diligenté et nous avons réalisé des missions de contrôle sur place. Alors, je pense que sur ce sujet-là, d'abord, on va vous montrer à quel point notre approche a été elle aussi pragmatique et graduelle, c'est-à-dire que nos exigences dans le cadre des missions qui ont été conduites sont allées croissantes. On a commencé par des exigences assez générales. Aujourd'hui, on arrive à des exigences plus pointues, bien évidemment. Ça se traduit aussi en termes de sévérité de constat. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, j'insiste bien sur le fait que ces missions, de mon point de vue, nous ont permis à la BCE d'avoir, comment dirais-je, des ambassadeurs en quelque sorte, qui pouvaient se projeter assez rapidement dans les banques pour montrer à quel point c'était un sujet qui était important et qui était un sujet sur lequel on attendait qu'elle bouge. C'est-à-dire que le guide BCE sur les risques climatiques n'était pas une simple invitation à la réflexion. Ce n'était pas non plus de la réglementation pure et dure, mais c'était au moins c'était des vraies exigences et qu'à tout le moins, il fallait que les banques mettent en place, les banques supervisées par le SSM, mettent en place rapidement des dispositifs et on va voir quelle gradation finalement on a demandé, comment tout ça s'est mis en place dans le temps. Donc voilà pour ce premier slide qui répondait finalement à la question pourquoi. Non, on va peut-être revenir 2 secondes. Merci Sébastien. On va revenir 2 secondes dessus. Je voulais répondre avec ce slide à 2 questions. Pourquoi? Parce que je pense qu'il fallait montrer aux établissements, une fois de plus, que c'était un sujet important et qu'on attendait une mise en œuvre effective. Une mise en mouvement, pardon, je dirais une mise en mouvement rapide et une mise en œuvre effective progressive. Et le comment, il est important aussi, la BCE s'est dotée dans un premier temps d'une drafting team, donc une équipe avec des représentants de l'ensemble des banques nationales et de la BCE, qui a dès 2022 publié une méthodologie de contrôle des banques sur la question des risques climatiques. Donc on n'est pas parti, j'allais dire, à l'aventure sans s'être au préalable sécurisé sur le mode d'emploi. Donc au regard des textes qui étaient applicables à l'époque, l'article 74 CRD permettait déjà de faire beaucoup de choses. On a bâti une méthodologie détaillée en 2022 qui a été réactualisée en 2024. Et la BCE s'est dotée donc d'une équipe interne, avec des membres de l'ensemble ou de la plupart des banques centrales nationales. Et cette équipe, aujourd'hui, elle s'est transformée en centre de compétences. Donc c'est pour montrer aussi que non seulement ça a été un sujet important et qu'il a fallu partir assez rapidement, mais que c'est un sujet qui demeure d'actualité et d'actualité pour le futur aussi, puisque la BCE maintenant dispose d'un centre de compétences et que ce centre de compétences a vocation, bien d'une part, à analyser les résultats des différents rapports, à regarder les constats que l'on peut établir, les thèmes qui sont récurrents, et tout ça, on va vous le présenter ensuite. Et deuxièmement, à contribuer à faire vivre cette méthodologie, avec bien sûr les plans prudentiels de transition, mais aussi à former les équipes, à apporter, à répondre, enfin avoir une foire aux questions, enfin tout le dispositif qui permet de poursuivre ces missions. Là, on peut y aller, Sébastien. Voilà. Alors, aujourd'hui, 19 missions ont été conduites, ce qui est d'une masse assez importante au niveau du SSM. Et puis on a rajouté qu'on a déjà conduit une mission au niveau national à la demande de la CPR. Là aussi, pour vous montrer à quel point la démarche a été pragmatique et graduelle,
La première question, et Sébastien insistera là-dessus, c'est bien évidemment celle de la matérialité. Est-ce que l'établissement qui est inspecté est en proie, est exposé à des risques climatiques et quelle est l'importance de cette exposition et quel est le niveau de ces risques? Donc ça, c'est le point de départ de toute mission et c'est celui sur lequel on continue. On a développé une vraie expertise. C'est celui sur lequel on insiste fortement. Et deuxièmement, au début de ces missions, on voulait finalement que les banques se mettent en route, une fois de plus, donc qu'elles intègrent dans leur stratégie et dans leur gouvernance cette dimension risque climatique, en étant tout à fait en phase avec les propos de Delphine. Ce n'est pas un risque nouveau, c'est un facteur d'aggravation des risques déjà existants. Donc la première vague de missions, elle s'est plutôt portée sur comment les banques digéraient ces exigences de supervision et comment elles commençaient à mettre en place des dispositifs pertinents. La deuxième vague, en revanche, qui est intervenue à partir de 2024, nous a amené à être plus exigeants. Et là, on regarde davantage comment les banques opérationnalisent, entre guillemets, leur stratégie, comment la gouvernance a produit des résultats. Donc, comment dans les dispositifs de gestion des risques, comment dans les dispositifs d'octroi de crédit, de façon très concrète, on retrouve ces risques climatiques, enfin, dans l'ensemble, le risque ESG, bien évidemment, mais comment on les retrouve de façon concrète. Donc, cette deuxième vague, elle est plus piquante, si je puis dire, et elle nous amène à aller plus loin dans nos exigences. Le dernier point, bien évidemment, puisqu'on dit que le risque climatique n'est pas un risque spécifique, mais un facteur d'aggravation des autres risques, l'enjeu pour nous maintenant, c'est d'inclure de façon régulière, récurrente, systématique, ce risque climatique dans l'ensemble des thèmes qui sont les thèmes classiques des missions d'inspection de la BCE, donc gouvernance, organisation, gestion des risques, crédit, et c'est surtout sur le volet crédit qu'on travaille actuellement, toujours dans une logique pilier 2, mais avec petit à petit quand même une diffusion vers les modèles, une diffusion vers des choses plus quantitatives qui arrivent. Donc vous voyez, une approche quand même très qualitative et qui nous a permis donc de très vite nous mettre en mouvement et de très vite montrer aux banques que nous avancions. Et j'insiste sur deux points, deux conclusions à ce stade. Aucune des banques inspectées, y compris les premières en 2022, n'a mis en cause la légitimité de notre intervention. Donc c'est un point très très important. On n'a pas eu à batailler, j'allais dire, sur la périphérie. On est tout de suite rentré dans le vif du sujet et les banques ont très bien compris pourquoi nous étions là, ce que nous allions vérifier et pourquoi nous le faisions. Donc il n'y a pas eu d'argutie juridique sur vos bases juridiques sont-elles suffisantes, tatati, tatata. Non, le risque climatique, il est bien là, et donc la question de savoir comment il est traité était une question pertinente. Donc il n'y a pas eu de résistance, comment dirais-je, détournée des banques sur le sujet. Donc ça, pour nous, c'est un point qui a été très très important et qui a montré la pertinence du dispositif. Voilà, donc c'était vraiment cette acceptation et la qualité des relations tout de suite qu'on a pu mesurer. Alors, d'un point de vue très quantitatif, on arrive quand même à une dizaine de constats par mission, donc on est bien dans une logique. Hein, l'inspection, le contrôle sur place ont eux aussi intégré bien évidemment la proportionnalité et l'approche par les risques. Donc, avec ces deux critères, on arrive à une dizaine de constats par mission, ce qui veut dire qu'à chaque fois, nous avons trouvé j'allais dire suffisamment de matière pour nous émouvoir et pour dresser des constats qui ensuite font l'objet d'un suivi et de recommandations. Des constats qui sont assez largement, qui concernent alors, la gestion du risque crédit, ça c'est très, très clairement. Hein, c'est un sujet qui est assez récurrent, on va vous le détailler un petit peu ensuite. Le cadre de gestion des risques, la matérialité, je l'ai évoqué, c'est vraiment le point de départ de tout. Donc, si l'analyse de matérialité n'est pas suffisamment pertinente, bien évidemment, tout ce qui est construit sur cette base-là est contestable. L'identification des risques. La collecte de données, c'est un autre point important. J'évoquais qu'aucune banque nous a contesté la légitimité de ces missions de contrôle sur place. Aucune banque non plus nous a opposé la question des données. C'est-à-dire que sur la question des données, on est capable de dialoguer, d'entendre, on est capable d'accepter des proxys. Ce que l'on veut, c'est simplement que la banque ait fait un diagnostic suffisamment pertinent, suffisamment argumenté pour nous expliquer
Pourquoi? Bien, en l'absence de données suffisamment granulaires, en l'absence de données sur tel secteur d'activité, elle a retenu sur tel type de crédit, sur du crédit immobilier, elle a retenu telle approximation. Et finalement, comment elle envisage de transiter de cette première approximation vers quelque chose de plus précis, à quel horizon, de quelle façon. Donc, on était vraiment sur des échanges constructifs. Et on est bien capable de comprendre qu'il y a des obstacles, il y a des questions de temps, qu'il y a des questions de moyens, mais néanmoins, ce que l'on veut, c'est que les banques démontrent leur réel engagement et leur engagement crédible sur ces sujets-là. Voilà, donc on a pu, au fil du temps, on vient avec Sébastien de finir une mission, on a pu constater à quel point les banques avaient progressé, hein, donc une sophistication croissante du cadre de gestion des risques, c'est indéniable, donc les progrès sont bien au rendez-vous, et ça c'est un point satisfaisant. Et derrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure qu'on avance dans le dispositif, que les 3 vagues de thématique review ont été conduites, que les échéances maintenant sont passées, eh bien on arrive à des exigences plus élevées et on arrive à des constats parfois de sévérité F4, y compris sur les risques climatiques. Je vous rappelle que BCE, vous cotez, vous identifiez la dangerosité, enfin les risques par F1, F2, F3, F4. Donc F1 sont les constats les moins sévères. F4, c'est la sévérité la plus élevée. Donc on arrive à ce niveau de sévérité. Sébastien, je te passe. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc je vais juste illustrer sur certains des sujets qu'on a pu évoquer des éléments de constat et d'observation qu'on a pu retirer des différentes inspections qui ont été conduites jusqu'à maintenant, sachant que ce qu'on va dresser comme panorama couvre aussi pas uniquement des établissements français, mais aussi ce qu'on a pu en retirer dans le cadre des échanges au niveau de la BCE, donc aussi sur d'autres juridictions. Donc je vais commencer par le premier point. Enfin, les 2 premiers points relèvent plutôt de la première vague d'inspection. On peut dire qu'on les note quand même un peu moins on note un peu moins de lacunes dans la deuxième vague d'inspection, notamment due à la revue thématique qui a été conduite au niveau de la BCE et qui ont permis quand même de conduire à un certain nombre d'initiatives de la part des banques, mais malgré tout, on observe quand même encore un certain nombre de déficiences. Donc la première d'entre elles concernant la stratégie, c'est qu'on a pu constater parfois qu'il peut y avoir un hiatus entre l'engagement qui est pris par l'établissement, l'engagement qui est annoncé publiquement, par exemple devenir net zéro à un horizon 2050 dans le cadre d'une alliance stratégique, ou le souhait de contribuer entièrement au plan national de transition vers une économie bas carbone, mais on ne va pas du tout retrouver au niveau opérationnel dans la planification stratégique ces éléments, ces grands objectifs qui sont publiés. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut encore noter chez certains établissements. Et puis derrière, évidemment, si vous n'avez pas forcément de déclinaison dans la planification stratégique, vous n'avez pas non plus de déclinaison au niveau des lignes métiers, des filiales, etc. Même si là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut retrouver également dans d'autres établissements qui peuvent avoir des objectifs stratégiques, mais tout simplement ne vont pas les opérationnaliser au niveau métier, au niveau des filiales, etc. Enfin, un dernier point sur le suivi de la mise en œuvre de la stratégie, c'est qu'on a pu observer, et ça va être relié avec le point suivant, c'est qu'évidemment, on a parfois encore un cadre de contrôle interne qui peut être encore un peu immature, donc y compris chez des grands établissements, parce qu'ici, on évoque que des grands établissements sur ces sujets-là, et que, par exemple, en termes de robustesse des KPI qui peuvent être introduits dans la stratégie, on peut avoir parfois encore des limites qui sont assez marquées, des approximations qui ne sont pas bien documentées ou parfois un peu douteuses. Donc là, ça me permet de faire la transition avec les aspects plutôt gouvernance et appétit au risque. Si vous avez le premier point, du coup, je disais qu'il y avait une organisation encore du contrôle interne qui pouvait être encore un peu limitée. Donc souvent, ça passe retranscrire par le fait qu'on a des plans de contrôle qui intègrent encore assez peu de risques, de points de contrôle qui vont être dédiés à ces sujets-là. Même si on voit évidemment des progrès, mais forcément, il y a encore des retards. En termes d'intégration dans le cadre d'appétit au risque, qui est
dont on s'attend à ce qu'il soit quand même largement connecté avec la stratégie. On peut voir évidemment que les indicateurs ne sont pas toujours courants en termes d'exposition et de portefeuilles qui sont intégrés dans le cadre d'appétit au risque. Et on a eu parfois aussi des cas où les seuils et limites vont être déconnectés de la stratégie. Donc, pour donner un exemple qui est un peu extrême, on a eu le cas effectivement d'un établissement qui avait un objectif stratégique de réduction de l'empreinte carbone de son bilan de 30% en horizon 2030 et qui, dans son cadre d'appétit au risque, donc s'autorisait une croissance de cette empreinte carbone de 20%. Donc on se demandait bien comment ces deux objectifs pouvaient se réconcilier. Là, évidemment, on est dans un cas un peu extrême. Deuxième famille de sujets, donc la gestion du risque, avec effectivement un focus qui demeure important dans toutes les vagues d'OSI sur l'évaluation de la matérialité. Alors là, évidemment, ce qu'on va regarder dans une mission de contrôle sur place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre des revues thématiques pour s'assurer que les évaluations de matérialité couvraient bien tous les canaux de transmission, tous les risques, etc. L'objectif, c'est d'aller un cran plus loin, c'est d'aller regarder les méthodologies qui vont sous-tendre ces évaluations de matérialité, en ayant évidemment conscience qu'aujourd'hui, on est sur des méthodologies, sur des disponibilités de données qui sont encore parfois partielles ou parfois immatures. Donc, on s'intéresse notamment au fait de savoir, lorsqu'il y a des proxys, est-ce que ceux-ci, de la même manière que pour ce que je disais sur la stratégie, ils sont bien documentés, que les choix méthodologiques soient bien étayés. Et là-dessus, on peut noter quand même encore des lacunes assez importantes. Notamment sur le risque physique, je dirais que c'est là où on a pu constater le fait qu'il peut y avoir des lacunes importantes, parce qu'il peut y avoir un certain nombre de données qui sont disponibles, qui sont en open source, typiquement d'avoir des scénarios assez granulaires, de savoir dans quelle zone géographique on aura des vagues de sécheresse assez fortes ou des risques d'inondation plus forts. Mais la manière dont après on utilise ces données, ça reste quelque chose qui nécessite de l'expertise, qui n'est pas encore toujours présente, y compris dans des établissements de grande importance. Et donc la manière de transformer ces données dans une mesure du risque peut être encore soumise à des difficultés qui sont assez importantes. Et pour donner, c'est vrai, un exemple concret, on a pu voir des situations où l'établissement est capable de dire à tel endroit, oui, il y a un risque un peu plus important d'inondation ou de sécheresse, mais par contre, elle ne va pas du tout prendre en compte le fait que ce n'est pas du tout la même chose pour un agriculteur d'être exposé au risque sécheresse que pour d'autres types d'activités. Ou encore, il peut y avoir la tentation d'agréger les risques physiques, d'avoir par exemple un seul score et de le faire en moyennant des risques comme sécheresse, inondation, alors que si vous êtes exposé à l'un d'entre eux, évidemment, vous êtes déjà exposé à ce risque. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'on a pu observer et qui montrent que même pour des grands établissements, il n'y a pas encore aujourd'hui d'évidence pour avoir des méthodologies qui soient robustes. Deuxième point aussi sur le cadre général des risques que je voulais mentionner, c'est on voit de plus en plus, évidemment, les établissements avoir des grilles ESG par rapport à leurs contreparties, notamment les contreparties corporate, évidemment, pour essayer de mesurer, de capturer l'exposition au risque de ces contreparties-là, aux risques climatiques ou les risques ESG. Donc là, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, ces grilles ESG vont mélanger des aspects de disclosure, d'objectifs, est-ce que la contrepartie a des objectifs, etc. Est-ce que ces objectifs sont certifiés en termes, par exemple, de neutralité carbone? Mais ça ne va pas permettre de bien capter à quel point cette contrepartie est exposée au risque ou pas. Dernier point, il y a évidemment, et ça, de toute façon, il n'y a rien qui l'en empêche à date, il peut y avoir la tentation, évidemment, d'avoir des grilles ESG, donc de mélanger les différentes dimensions, climat, social et gouvernance. Et ça, évidemment, il n'y a aucune problématique. Il faut simplement s'assurer que lorsque, à la fin, il y a par exemple un score ESG qui est attribué à une contrepartie, il n'y ait pas de dilution.
pas de compensation entre les différentes dimensions, et ça, c'est des choses encore aujourd'hui qu'on peut observer, et c'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, des compagnies aériennes avoir des très bons scores ESG, malgré le fait qu'elles soient sur le plan strictement climat, évidemment, plutôt exposées à la question, au sujet de transition. Dernier point, dernière grande famille de sujets qu'on a traités, c'est donc on a dit effectivement que la question de l'octroi et de l'inclusion opérationnelle des risques climatiques a été largement regardée dans nos missions. Donc ce qu'on peut se constater, c'est que généralement aujourd'hui les politiques de crédit, elles sont mises à jour, elles intègrent les critères des risques climatiques. Donc sur le papier, tout est en place. Évidemment, il y a évidemment encore un peu de latence pour que ça se traduise concrètement au niveau des comités de crédit, que les bons documents soient bien systématiquement intégrés dans les dossiers, qu'on ait des secondes opinions qui soient étayées, et que finalement qu'on puisse voir, qu'on puisse identifier concrètement quel a été l'impact dans le comité de crédit de la prise en compte des risques climatiques dans les discussions. Alors, on ne s'attend pas évidemment que ça puisse avoir un impact concret immédiat, parce qu'évidemment, pour un dossier, il peut y avoir tout un tas d'autres facteurs financiers qui sont plus imminents que les risques climatiques, mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours bien tracé de savoir à quel point ça a été pris en compte ou pas. Donc là, on est plutôt sur les aspects de formalisation. Un autre point qui est lié au due diligence, c'est que nous, quand on fait des revues de dossiers, qui est un outil qui est évidemment très utile pour voir à quel point la prise en compte de ces risques-là est opérationnalisée, on peut voir effectivement que le mélange des trois dimensions peut parfois conduire à ce que la dimension risque climatique n'apparaisse pas de manière suffisamment claire lors de l'évaluation du risque dans le cadre des comités de crédit. Donc voilà un peu en substance qu'on peut retenir de toutes ces missions de contrôle sur place. On n'a pas évoqué tous les sujets, il y a d'autres sujets qui ont été évoqués, qui ont été couverts, mais là on s'est concentré sur ceux qui nous paraissent les plus importants. Et ce qu'on peut retenir comme lacune encore récurrente, je veux dire. Là, je vais laisser Stéphane conclure sur ce retour d'expérience. Merci Sébastien. En précisant que sur les constats, donc on évoquait tout à l'heure la question de la gravité, il y a quand même des choses qu'on n'aime vraiment pas et qui nous amènent plutôt vers du F3 qu'autre chose. Une fois de plus, quand le socle méthodologique de la matérialité n'est pas bien conduit, forcément tout le dispositif est biaisé. Donc, je veux dire, c'est comme si vous étiez un thermomètre qui n'indique pas la bonne température. Après, ça va être difficile de poser un diagnostic et de trouver les voies d'amélioration. Donc ça, c'est un sujet qui nous embête quand même un petit peu. Et puis un autre sujet qui nous avait quand même vraiment embêté, c'était quand vraiment vous avez un hiatus marqué entre une stratégie qui est très, comment dirais-je, très démonstrative, entre guillemets, on fait plein de belles choses, on est très investi, on est vert des pieds à la tête, voilà, on est tout ouvert, et puis que vous voyez que derrière cet affichage très général, quand vous descendez, quand vous déclinez et que vous allez regarder les politiques de gestion des risques, les politiques de risque de marché, risque de crédit, ainsi de suite, vous n'en trouvez absolument pas trace. Donc là, on est quand même potentiellement aussi sur un risque de réputation, sur un risque d'éco-blanchiment, de greenwashing. Vous avez d'un côté des affirmations dithyrambiques et de l'autre côté des réalisations qui sont inexistantes. Donc ce sont les deux points, j'allais dire, sur lesquels on a eu la main la plus lourde parce qu'on considérait qu'il y avait pour le coup vraiment quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Alors après, un dernier en guise de conclusion, apport et bénéfice d'une mission de contrôle sur place, c'est un petit peu provocateur comme formulation, mais apport et bénéfice d'abord parce que cela montre à quel point le contrôle permanent et le contrôle sur place sont complémentaires. Parmi les points que nous travaillons à la demande des autorités de supervision, donc nous pouvons aller approfondir un sujet technique qui a été traité dans le cadre d'une thématique review, mais qui est complexe, qui a fait l'objet d'une documentation intense. Donc, on a le temps
et parce qu'on est dans un mode plus intrusif, parce qu'on est avec vous et chez vous, on a la capacité de dialoguer et d'approfondir le sujet. Donc approfondir un sujet technique, bien évidemment s'assurer du caractère opérationnel des politiques, une fois de plus, au-delà des apparences telles qu'elles peuvent nous être présentées, eh bien qu'est-ce qu'il se passe réellement, et là, typiquement, un sujet qui nous tient à cœur, c'est une credit file review, une revue de dossiers de crédit pour aller voir comment dans une banque, que ce soit sur de l'immobilier résidentiel, sur de l'immobilier commercial, sur des crédits aux entreprises, finalement comment l'analyse qu'elle a pu faire de la matérialité de ces risques climatiques s'est traduit in fine par quelque chose de concret en matière d'acceptation ou pas du crédit et de valorisation des garanties, bien évidemment, de pricing du crédit, enfin tous les points classiques d'une distribution ou d'un suivi de crédit. Donc ça, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et puis, oui, le dernier rassemble un petit peu les deux précédents, un challenger, un point technique et un point litigieux. Moi, je voulais ajouter après de façon un tout petit peu plus qualitative que nous disposons au niveau des équipes de contrôle sur place maintenant d'une expérience robuste, hein, une vingtaine de missions conduites, en général par des équipes qui sont assez stables, hein, donc avec Sébastien, on en a réalisé quelques-unes. Donc on estime avoir l'expertise et l'expérience pour conduire ces missions. D'abord aussi parce qu'on dispose d'une méthodologie, parce qu'on a travaillé sur ce sujet. Et vous rassurer sur un point, on est tout à fait en phase avec l'approche par les risques et la proportionnalité. Donc nous intervenons avec tact et délicatesse. Nous n'avons à ce stade réalisé qu'une seule mission au niveau des banques supervisées par la CPR. Donc voilà, c'est un appel. On est disponible, bien évidemment, pour prolonger et pour faire bénéficier aux banques françaises notre expérience. C'est pour ça que je dis apports et bénéfices, parce que apports et bénéfices, en fait, c'est à la fois au niveau des équipes de supervision, bien sûr, mais c'est aussi parce que derrière cela, et on entretient avec les établissements de crédit, vous le savez, ensuite des relations qui sont constructives, puisque sur la base des constats qui ont pu être établis, seront à leur tour établis des recommandations, et que ça permettra d'avoir cet œil externe qui permet de progresser. Et puis voilà, je ne vais pas revenir sur les principaux sujets, les principaux points de difficulté, puisqu'on vous les a exposés de façon assez claire, je pense. The floor is yours. Oui, alors à distance, on a deux questions, donc plutôt à l'attention de la direction des affaires internationales, donc pour Sarah. Pourriez-vous nous éclairer, s'il vous plaît, sur les évolutions attendues avec le paquet omnibus de la Commission? Et enfin, qu'en est-il des obligations de reporting CSRD pour les établissements qui ont un nombre de salariés inférieur à 5 000 et un PNB inférieur à 450 millions d'euros? Car la Commission semble les avoir mis hors périmètre en janvier 2025. Alors, merci pour cette question. Effectivement, il y a donc le projet Omnibus qui a été lancé par la Commission européenne en 2025. Les législateurs européens, donc Parlement, Conseil et Commission, ont abouti en trilogue à une proposition finalisée de revue des directives CSRD et CSDDD notamment en fin 2025, en décembre 2025. Et donc les seuils d'application ont été revus. Donc il y a une réduction assez drastique du nombre d'entreprises qui sont soumises à ces directives. Pour CSRD, on passe de seuil d'application de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à des seuils de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une très forte augmentation des seuils d'application et de réduction donc, de l'assujettissement du nombre d'entreprises assujetties à ces textes. Pour la directive CSDDD sur le devoir de vigilance, cette réduction est encore plus forte. On passait de seuil de 1000 salariés et 450 millions de chiffre d'affaires à 5000 salariés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
On estime, je crois que la commission n'avait pas donné de chiffre officiel, mais on estime qu'il y a à peu près 90% des entreprises qui se retrouvent exclues désormais du périmètre d'application de ces 2 directives. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, pour une entreprise qui ne figure plus dans le périmètre d'application de CSRD, elle n'est donc plus obligée de publier des informations extra-financières au titre de CSRD. Mais si elle le souhaite, la commission réfléchit en ce moment à l'élaboration de templates de reporting volontaire pour les entreprises qui souhaiteraient publier de manière simplifiée quelques informations sur leurs données extra-financières. Et je me permets d'en profiter pour faire un très rapide point du coup sur ce projet Omnibus. L'EFRAG a été mandaté par la Commission pour revoir donc les templates en question. Donc au-delà de la question du seuil d'application des directives, il y a aussi eu une revue générale des templates de l'EFRAG avec une réduction de l'ordre de 60% des points de données à publier par les entreprises. Donc il y a moins d'entreprises qui publient et les entreprises qui publieront également moins de données extra-financières. Et enfin, un dernier point sur CSDDD, donc la directive sur le devoir de vigilance. Cette directive comprenait un article qui imposait l'élaboration d'un plan de transition aux entreprises qui étaient soumises à cette directive, donc d'un plan de transition stratégique. Je ne parle pas des plans de transition prudentiels que je vous ai présenté tout à l'heure. Et cet article a été supprimé de la directive. Donc, plus aucune entreprise, qu'elle soit soumise à CSDDD ou non, ne sera dans l'obligation d'élaborer un plan de transition stratégique. Néanmoins, les dispositions sur les plans de transition de CSRD figurent bien dans le texte. Donc, il n'y a plus d'obligation d'élaborer un plan de transition, mais si une entreprise élabore un plan de transition, elle reste contrainte par les dispositions de CSRD sur la manière dont elle souhaite communiquer sur son plan de transition et sur les points de données qu'elle doit publier de son plan de transition. Voilà, j'espère que ça répond aux questions sur Omnibus. Des questions complémentaires. Auriez-vous des plateformes ou des bases de données publiques à recommander pour l'analyse du risque physique, par exemple pour quantifier le risque physique d'un bien immobilier financé par un établissement bancaire? On n'a pas de recommandation particulière, mais il existe des agences publiques qui font des projections intéressantes. Je pense que ça se trouve relativement facilement. Ne faudrait-il pas distinguer clairement ambition stratégique, par exemple net zéro en 2050, et les indicateurs de maîtrise de risque ESG, pourcentage d'octroi ne respectant pas l'alignement avec le net zéro 2050? Ne faudrait-il pas distinguer clairement ambition stratégique, par exemple net zéro 2050, et les indicateurs de maîtrise de risque ESG, par exemple les pourcentages d'octroi qui ne respecteraient pas l'alignement avec le net zéro 2050? Alors là, j'ai tenté une réponse de bon sens, mais si vous voulez arriver à atteindre vos objectifs stratégiques et que vous ne définissez pas des jalons, que ce soit des jalons temporels ou des jalons plus spécifiques sur la façon dont vous y arrivez, au bout du compte, il y a peu de chances que les deux se rencontrent. Donc, à mon avis, non, surtout pas. Nous, on cherche justement à analyser la cohérence du scénario qui va se dire que je serai net zéro en 2050 sans aucun jalon intermédiaire, sans aucune déclinaison de cet objectif, me semble un objectif tout à fait illusoire. Et à ce titre, nous, on va considérer qu'il n'est pas, de ce point de vue, réaliste, puisqu'il n'est pas documenté, expliqué, qu'il n'y a pas de trajectoire, qu'il n'y a pas moyen de corriger le tir si d'aventure. Donc non, à mon avis, surtout pas. Ensuite, une question. Avez-vous réalisé des contrôles sur des institutions spécialisées sur le crédit à la consommation? Au vu des maturités faibles des portefeuilles de crédit à la consommation, qu'ils soient affectés ou pas, quel est le niveau d'insertion opérationnelle réel constaté sur ce type de financement qui doit être relativement faible ou nul, sauf peut-être sur la rénovation des habitats?
Alors, nous n'avons pas conduit de mission, puisque dans une logique d'approche par les risques et de proportionnalité, on s'est concentré quand même sur les risques principaux, donc du corporate. En revanche, sur le crédit conso, il faut quand même regarder, il me semble qu'il y a une part importante du crédit consommation, qui est notamment du financement d'automobile. Il y a une question quand même à se poser sur la valeur résiduelle d'un véhicule automobile aujourd'hui, compte tenu des évolutions technologiques en cours. Donc, quelle est la valeur résiduelle d'un véhicule à motorisation diesel en 2026 et quel sera-t-il dans 3 ans? Quel sera-t-il Voilà, donc c'est pas parce qu'on est une fois de plus, on est bien dans la matérialité. Là, je crois qu'on en revient aux questions qu'on doit se poser. Si je fais du crédit à consommation et que je fais uniquement du revolving, effectivement, le risque climatique peut paraître assez diffus et lointain. Si je suis une institution spécialisée dans le financement automobile et que je fais du crédit bail automobile, je peux tout de même, ou de la location financière, je peux tout de même m'interroger sur cette question de risque de transition qui peut porter atteinte, si je puis dire, à la valeur nette, à la valeur résiduelle de mon parc. Pas d'autres questions à distance pour le moment. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Bien, avant de nous séparer et de clore cette session, d'abord, je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues qui ont participé avec ces présentations et les réponses aux questions. Merci aussi à vous pour la qualité des échanges, de l'interaction et pour ces questions, bien sûr, très, très pertinentes. Peut-être sur le fond, je voudrais souligner 3 points. D'abord, je serai rapide, mais je crois que vous l'avez compris, c'est un petit peu le fil conducteur. On est dans une année finalement assez charnière, où on passe une étape dans cette approche progressive avec le déploiement maintenant d'une vraie réglementation, notamment avec CRD6 et ses déclinaisons. Et puis, effectivement, on commence en 2026. Pour les SNCI, ça sera plutôt 2027, mais voilà, c'est vraiment c'est une année charnière et donc le moment de bien travailler à ce qui est attendu pour cette nouvelle étape sur les plans. Le deuxième point, c'est que, et je pense que c'est un petit peu sous-jacent à certaines des questions, notamment sur la directive Omnibus, finalement, il y a cette interrogation sur comment est-ce qu'on rend compatible, cohérente l'agenda volontariste sur l'appréhension des risques climatiques et environnementaux, et puis l'objectif européen, mais aussi très fortement porté par la CPR en matière de simplification. Donc là, il y a évidemment plusieurs niveaux de réponse. On l'a évoqué à travers la question sur la directive Omnibus. Il y a un niveau de simplification réglementaire. Je crois que tout le monde est conscient qu'on a eu sur ces sujets une prolifération de textes avec la nécessité d'être bien cohérent entre les textes génériques sur les sujets ESG et puis les textes sectoriels qui déclinent les attentes ESG sur les secteurs spécifiques et en particulier pour ce qui nous concerne le secteur financier. Mais il y a aussi bien sûr une réponse qui nous importe en tant que superviseur, ce soit du côté de la Banque centrale européenne ou de la CPR et des différentes autorités nationales. Voilà, je crois qu'on a essayé aussi de vous fournir un certain nombre d'illustrations au cours de ces présentations sur la manière dont on essayait d'appréhender cette approche par les risques, la proportionnalité, la priorisation des sujets et une démarche progressive. Voilà, à travers le SREP, on n'aura pas une nouvelle catégorie, mais plutôt comment est-ce que ces risques finalement affectent les catégories traditionnelles de risques. De notre côté, on va arrêter donc, ce questionnaire spécifique et passer sur une approche plus standard avec nos actions de supervision et des compléments apportés au RACI que vous connaissez. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, l'approche qu'on cherche à mettre en œuvre et à promouvoir. Et puis, troisième et dernier point, finalement, où est-ce qu'on en est? Quels sont les
voilà, l'évaluation du superviseur, les points aussi d'attention et les attentes hein, de notre côté. Alors je dirais que du côté du verre à moitié vide, moi d'abord je suis assez frappé de voir que finalement avec des populations, des échantillons d'établissements très différents, on a des sujets qui sont très convergents entre ce que nos collègues du contrôle sur place ont pu mesurer dans le cadre d'établissements de taille importante et puis ce qui ressort du questionnaire ACPR sur effectivement des établissements de taille moins importante. Hein. Je pense qu'on peut effectivement souligner quelques sujets qui ressortent, sur lesquels il y a une prise de conscience, mais une attente hein, de réalisation effective. C'est d'abord, bien sûr, tout ce qui concerne la collecte des données et la manière dont ces données sont utilisées pour l'atteinte des objectifs et la gestion des risques. Voilà, donc c'est évidemment un sujet très important sur lequel des progrès et une réalisation effective est attendue. C'est le développement d'objectifs stratégiques à long terme et l'alignement entre ces objectifs et, je dirais, la traduction plus opérationnelle dans la gestion des risques. Hein. Donc là aussi, une attente importante hein, de développement et de progrès. La définition et le suivi d'indicateurs, donc c'est sujet tout à fait essentiel. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne la traduction très opérationnelle dans l'organisation et la gestion des risques des sujets climatiques. Du côté pour terminer sur une note positive, du côté du verre à moitié plein, je crois que ce qui ressort hein, au fil de l'évolution des questionnaires, c'est des progrès, une meilleure appréhension, compréhension des sujets et des développements attendus. Et donc, oui, je pense qu'on pense que les établissements de la place disposent déjà d'un socle solide pour poursuivre les travaux et disposer de plans qui répondront aux attentes du superviseur, mais peut-être ce qui est le plus important, permettront aussi surtout de répondre aux défis vraiment essentiels de cette catégorie de risques. Voilà, merci à tous encore, à très bientôt parce qu'on va continuer l'interaction sur ces sujets et bonne fin de journée. Encore une fois, ça sera voilà, disponible en replay sur le site de la CPR. Bonne fin de journée.